Bonjour, merci à tous d'être là pour ce rendez-vous du Presse Club autour de Christophe Jacubizine. Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être là aussi. Vous êtes directeur des rédactions des Échos depuis septembre 2024. Alors on va parler évidemment de l'actualité politique. Alors depuis le 1er mai. Depuis le 1er mai 2024. Très bien. Donc vous allez nous raconter un peu comment c'est arrivé dans cette rédaction. Vous l'avez réformée de fond en comble. Vous êtes passé du print au web. Comment vous avez créé des pôles au sein de cette rédaction. C'est très intéressant. Je crois que vous avez d'ailleurs fait un petit voyage aux États-Unis, au New York Times et au Washington Post pour voir un peu comment ils s'organisaient. Et donc c'est une petite révolution que vous avez initiée aux Échos. Donc vous allez nous raconter comment ça se passe et puis on parlera évidemment un peu de l'actualité politique, économique et puis aussi du marché des médias et des restructurations en cours et puis votre vision aussi du journalisme puisque je crois que vous avez un peu plus de 50 ans, non? Oui. C'est ça, 52, 53 à peine, ouais. C'est ça, très bon skieur, parce que je l'ai vu à la Coupe de l'Info organisée par Karine Fauvet et Stéphanie Vido-Apathy. On a skié ensemble à Val d'Isère il y a quelques jours. Alors, puis on reviendra aussi sur votre itinéraire, sur votre carrière journalistique, puisque à votre âge, on peut commencer à parler de carrière. Presque faire un bilan déjà. Et comment vous êtes passé du Monde à TF1, puis à BFM Business, etc. Parce que j'ai beaucoup apprécié dans votre parcours, c'est que vous êtes retourné à la mine à un moment, parce que vous avez présenté le morning de BFM Business, et puis ensuite vous avez pris la direction de la rédaction de BFM Business. Voilà, on va parler de tout ça. Alors peut-être raconter comment vous avez réorganisé la rédaction des Échos autour de, je crois, 4 pôles pour privilégier le web sur le print sans pour autant délaisser le papier. Alors effectivement, c'est presque même plus que ça. Enfin, j'espère en fait, en tout cas, parce que les Échos, quand j'y suis arrivé, en fait, avaient déjà fait sa révolution digitale. Ils se disaient même web first. C'est-à-dire que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand un article était écrit, il était immédiatement publié sur le web, avant même le bouclage du soir à 20 h. Et en fait, moi, je pensais qu'il fallait aller beaucoup plus loin, parce que j'avais l'expérience notamment du Financial Times, que j'avais travaillé quand j'étais au Monde quelques mois. J'avais décroché une bourse et j'avais pu aller plusieurs mois détaché au FT. Et j'avais déjà été à l'époque fasciné par leur organisation, l'organisation anglo-saxonne des journaux de presse écrite. Et pourtant, c'était il y a longtemps, mais vous allez voir pourquoi c'est encore plus adapté à notre monde contemporain du multimédia. Le FT, quand on était journaliste, on était en général au 3e étage. Et tous les matins, en fin de matinée, on descendait au 2e, où il y avait les éditeurs, il y avait les desks régionaux. Donc il y avait le desk Asie, il y avait 3 éditions, le desk Continental Europe, où il y avait 3 éditions, le desk UK où il y avait 4 éditions et le desk Amérique où il y avait 4 éditions. Et en fait, on descendait et on vendait son article aux différentes éditions. On allait voir l'Asie, on allait voir l'Europe, on allait voir le UK et on était acheté ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, les éditeurs disaient c'est pas mal Christophe ton papier, mais moi ça m'intéresse pas trop, peut-être demain ou après-demain, bref. Et puis parfois on le vendait à plusieurs, enfin on le vendait entre guillemets. On arrivait à convaincre des desks régionaux de prendre notre papier et parfois même on était pris par plusieurs desks. Je me rappelle très très bien, ça m'avait tellement marqué d'un jour où j'avais fait une enquête sur les... Vous allez voir, ça signe mon âge. Est-ce que les entreprises britanniques étaient inquiètes ou pas de ne pas être dans l'euro, la monnaie unique? Et c'était une enquête où il y avait du pour et du contre, des entreprises qui étaient inquiètes, d'autres pas du tout. Et je vends mon article au desk Continental Europe et au desk UK. Et en fait, le lendemain, mon article était titré à l'inverse dans l'un et dans l'autre des papiers. C'est-à-dire, en fait, dans le desk UK, c'était même pas peur. Voilà. Et dans le desk Continental Europe, c'était l'entreprise britannique très inquiète de ne pas faire partie de cette aventure de la monnaie unique. Et en fait, mon article n'était pas déformé, parce qu'en fait, il y avait les deux arguments selon les patrons interrogés, mais il était titré, édité différemment. Et quand on a commencé à m'approcher aux Échos, quand il y a eu cette chasse de tête pour trouver un patron, et qu'on m'a demandé en 15 jours d'écrire un projet pour les Échos, je me suis dit, en fait, cette organisation par pôles régionaux est parfaitement adaptée à une organisation par média. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est une rédaction de presse écrite, on écrit pour le journal, on écrit pour la homepage, on écrit pour les réseaux sociaux, on écrit pour les applications. Et je me suis dit, en fait, ça serait génial une rédaction où il n'y a plus deux rédactions, où il n'y a plus une rédaction web, une rédaction print, il y a une seule rédaction qui doit se vendre aux différents médias qui mettent en avant
ces contenus. Et c'est exactement ce que... Donc je me suis renseigné, je suis allé voir Alice Antôme à Sciences Po, qui est une grande spécialiste de la digitalisation des médias, pour voir si mon intuition était la bonne. J'ai rappelé le FT, je me suis renseigné, et en fait je me suis rendu compte que tous ces journaux anglo-saxons, effectivement, ont gardé cette organisation, mais ce ne sont plus des desks régionaux, ce sont des desks par média. Il y a le desk web, il y a le desk journal, il y a le desk réseau social. Le desk print, c'est ça? Oui, oui. Ouais, alors, journal, parce que journal. un journal, c'est plus du print, c'est minoritairement du print, c'est surtout sur beaucoup lu en PDF, je vous en parlerai pour les Échos. Bref, tout ça, je me suis dit, c'est adapté. Et en fait, quand j'ai construit ma stratégie pour les Échos, j'ai proposé cette organisation à la rédaction. C'était un peu le saut dans l'inconnu quand même, parce qu'à part Le Monde, aucun journal n'est organisé comme ça. Et puis, je me suis dit aussi qu'il fallait sans doute revoir un peu la version linéaire, le chemin de fer, comme on disait avant. Et puis, l'application, je la trouvais bien, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'innovations depuis. Et je trouvais qu'il fallait faire d'autres versions de l'application, voire une phase B, puisqu'on est des boomers. Donc, on peut parler d'une phase B de l'application. Tout ça, voilà, c'est le projet que j'ai proposé à la rédaction. Il y a eu un mois de campagne pendant lequel j'ai défendu cette vision. Et donc, j'ai été choisi par l'actionnaire. Puis, un mois après, par un vote, 2h30 de grand oral, j'ai été adoubé par la rédaction, très largement. Oui, parce que ce qui était un défi, parce que ça faisait 2 ans, je crois, que les Échos n'avaient pas de directeur de la rédaction. Un peu plus d'un an et demi, effectivement, il n'y avait plus de directeur, et le précédent candidat avait été rejeté. Et moi, ma difficulté, donc du coup, je me suis encore battu plus, parce que ma difficulté, c'est que je venais de démissionner de BFM Business, puisque en étant outé par l'actionnaire, qui me proposait comme directeur de la rédaction des Échos, j'étais obligé de dire à BFM Business que bien sûr, j'ai démissionné. Donc j'ai eu un mois où j'étais un peu entre deux eaux, mon côté kamikaze, et où j'ai dû convaincre la rédaction. J'ai vu les 200 journalistes, un, par groupe. J'ai fait des réunions. Puis à la fin, il y a ce grand oral de 2h30, et où j'ai expliqué ce que je viens de vous dire. Donc c'était quand même oral de 2h30 devant la rédaction. Devant la rédaction, pour les 250 journalistes. Et donc c'est vrai qu'il fallait les convaincre. Bon, et c'est ce qui s'est passé. Et quelque part, après, je me suis dit que cette gouvernance un peu atypique aux Échos, moi, m'a servi, parce qu'une fois que j'avais convaincu la rédaction et qu'elle avait choisi ce programme qui devenait le sien, en fait, ce projet, je me suis dit, j'ai 100 jours maintenant. C'est-à-dire que c'est quand même une très grosse organisation. J'ai changé 50 contrats de travail sur 200. Quand je rencontre mes collègues des autres médias... Oui, je crois qu'il y a 20 à 25% des journalistes qui ont changé d'affectation, en fait. Oui, exactement. Ouais. Et quand je rencontre mes collègues dans les directions digitales des autres journaux, ils me disent tu as fait en 3 mois ce que nous, on n'arrive pas à faire en 10 ans. C'est un défi, parce que moi, à l'âge que j'ai, qui est un peu supérieur au vôtre, moi, j'ai toujours été frappé de ce que les journalistes sont quand même très conservateurs dans les méthodes de travail. On pourrait penser qu'ils sont plus progressistes, mais quand il s'agit de changer la méthode de travail... Ils sont souvent extrêmement... Et donc, on a réussi à le faire grâce à eux, en fait, grâce à cette collectivité et ce projet commun. Et donc, effectivement, le 15 septembre, c'est là que je vais vous parler de l'organisation. Vous êtes arrivé en mai, et le 15 septembre, vous avez mis en place... On a fait le Big Bang. Donc, c'était 4 newsrooms, c'est ça? Alors, en fait, d'abord, le premier... Oui, le Big Bang, c'est... Il n'y a plus de rédaction web. Alors, on a gardé 6 journalistes breaking news, parce que, pour être avec la plateforme, je vais vous expliquer ce qu'est la plateforme, mais en fait... On a inséré les derniers journalistes web qui restaient dans les services. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, ce qui marquait toujours quand j'étais à BFM Business, quand je suis arrivé aux Échos, c'est qu'il y avait une conférence de rédaction générale et il y avait une conférence de rédaction web. Et j'y suis allé à la conférence de rédaction web. C'est très intéressant, mais il lançait des sujets super intéressants. Mais c'était parfois d'autres sujets ou les mêmes sujets que la courbe de rédaction du journal. Donc en fait, il y a un seul journal, une seule rédaction, qui vend ces sujets. Donc il y a en fait des chefs de service. Avant, il y avait des red chefs, il n'y en a plus. Ce sont des chefs de service dans des unités humaines de 12 personnes, en macro, en international, en industrie, en service, en tech, marché et start-up, en finance, pas tech, marché, média, pardon, start-up, marché et finance. Et ces chefs de service, le matin, à la conférence de rédaction, ils sont tous alignés d'un côté de la grande table de rédaction. Et en face, ils ont les médias, les éditeurs. Donc ils se transforment en acheteurs, en fait. Ils se transforment en acheteurs. Il y a un dialogue entre les différents médias, donc c'est-à-dire la plateforme, qui est le cœur de réaction, le cœur du réacteur du journal. La plateforme, c'est l'appli ? Non, pas du tout. La plateforme, c'est vraiment le contenu. D'accord. Et en fait, la plateforme est responsable notamment de la homepage et surtout des angles pour
tout le monde, hein, de tous les sujets et de leur temporalité. C'est-à-dire que le dialogue dans un quart d'heure, c'est chaque chef de service raconte un peu quelles sont ses propositions, et en face, Étienne Lefebvre, Véronique et Alexandre lui dit ça nous intéresse, tel angle, va plutôt là-dessus, et on le veut à 10h30. Ah ben je peux pas, etc. Bon, allez, 11h. On le veut à 11h du matin, et comment tu rebondis? Est-ce que c'est notre sujet principal ou l'un de nos sujets principaux? Comment tu rebondis à 13h là-dessus? Et comment le décryptage, on le veut à 15h. Donc en fait, on feuilletonne nos principaux événements de l'actualité. C'est qu'on actualise un même papier plusieurs fois dans la journée. Non, pas du tout, pas du tout. On le complète. On complète avec d'autres papiers. Ah d'accord. Il y a un papier principal qu'on peut actualiser, comme tu le dis. On se tutoie, en fait. Dans la vraie vie, on se tutoie. On fait derrière un éclairage sur telle dimension, et puis un édito ou une analyse en fin de journée, toujours sur le même sujet. Donc parce qu'on considère que c'est un ensemble important. Et on fait ça sur tous les sujets. Et ça, c'est la plateforme. C'est le même journaliste sur le même sujet, alors ou pas? Alors, par exemple, quand on fait un papier et qu'on complète et tout, il y a souvent plusieurs journalistes, en fait. Il peut y avoir le chef de service qui fait l'analyse, il peut y avoir un rédacteur. Par exemple, ce matin, sur le dossier réforme des retraites, va-t-elle être... Alors, on l'a beaucoup traité hier soir, effectivement. Ben là, il y a tout le service macro aussi, mis avec différents angles. Donc, il y a la plateforme. Il y a un deuxième service qui s'appelle Audience et Engagement, une deuxième newsroom, en fait, un deuxième client, qui est à la fois... sont à la fois les journalistes qui sont en rapport avec notre audience, c'est-à-dire nos lecteurs et nos abonnés, et qui sont responsables de la titraille, notamment sur les médias digitaux. Comment on titre, avec quel référencement, quel mot-clé, quel chapeau, quelle photo, comment on va vendre et comment on va faire en sorte que cet article soit lu. Et tout au long de la journée, on va modifier ce référencement et cette mise en avant. C'est-à-dire qu'on va regarder comment les papiers fonctionnent, comment ils sont lus, et il va y avoir un dialogue entre la plateforme et l'audience et engagement sur ce papier qui est l'enquête du jour. Par exemple, aujourd'hui, l'enquête, c'est sur le luxe, la fin de l'Eldorado du luxe en Chine. Pourquoi il ne marche pas? On considère c'est un bon papier, il a été fait par un très bon journaliste, il a mis une semaine d'enquête, ça ne marche pas. Pourquoi il ne marche pas? On va réagir. On va changer le titre, on va changer la photo, on va changer le référencement. Et ça c'est la responsabilité de cette newsroom audience et engagement, qui en plus est chargée de développer les nouveaux médias. Donc les réseaux sociaux, la vidéo, les newsletters, et depuis hier ou avant-hier, mais on n'en parle pas beaucoup parce que pour l'instant on monte en puissance sur les magasins d'applications, notamment Android et iOS. On a une nouvelle application, enfin en tout cas une nouvelle version de notre application, une phase B, qui s'appelle le 18-20, un nouveau rendez-vous. Quand vous ouvrez l'application des Toujours sur le web. Sur l'application. Sur l'application. Donc quand vous ouvrez votre appli sur votre smartphone, entre 18h et 20h, ça n'a rien à voir. C'est un rendez-vous, comme un rendez-vous radio, qui s'appelle le 18-20. Si vous l'ouvrez à un autre moment, vous revenez à l'ancienne version et vous avez un onglet qui s'appelle 18-20, où vous pouvez voir cette sélection. Cette sélection, c'est une quinzaine d'articles. C'est important parce qu'on a 2 gros événements cette semaine. C'est que cette quinzaine d'articles, ce n'est pas du contenu nouveau, c'est du contenu qui existait, mais qui est édité complètement différemment. Un peu à la manière de la matinale du Monde, avec des cartes, beaucoup de photos, des titres chocs. Et c'est une manière, nous, d'aller conquérir un nouveau public, des jeunes décideurs, 25-35 ans, qui lisent l'information de manière différente. Ils ont le même contenu, donc on va les amener à l'expérience des échos, mais on va les prendre par la main, on va leur offrir une expérience. C'est important parce que... Alors, avec plusieurs niveaux de lecture. Avec plusieurs niveaux de lecture. Vous pouvez d'ailleurs forcer la mise à jour de votre application en allant sur l'App Store aujourd'hui. Vous allez sur l'App Store, vous cliquez sur les échos, et là vous faites mettre à jour, et là vous aurez cette nouvelle version du 18-20. Vous l'aurez automatiquement dans la semaine. En fait, iOS, enfin en tout cas Apple, met une semaine à développer une nouvelle version d'une application. Donc on va communiquer très largement, on va faire une grande campagne la semaine prochaine sur le 18-20. C'est vraiment... En fait, juste pour vous montrer un petit peu, et ça c'est Echo, c'est notre petit bonhomme, et en fait, effectivement, derrière, vous avez des cartes que vous pouvez swiper et sur lesquelles vous rentrez dans un univers différent, et évidemment, vous avez l'article. C'est une manière différente. Et ça, c'est donc, pour finir mon explication de mon organisation, c'est donc la newsroom audience et engagement, parce que ça, c'est un instrument de conquête qui s'en occupe. Et il y a une troisième newsroom qu'on appelle journal, qui est donc la déclinaison linéaire du travail de la rédaction,
c'est-à-dire un journal, en fait, papier et digital à 21h30. Mais je l'ai cité en dernier parce que cette newsroom, journal, en fait, est un sous-produit. C'est-à-dire qu'en fait, elle va, tout au long de la journée, réfléchir à qu'est-ce qu'on offre à 21h30 comme version linéaire de notre rédaction. Donc ça, c'est 21h30, c'est le PDF. Ça sera le même, évidemment, sur le papier le lendemain. Mais elle n'a pas le droit, en fait. Enfin, au Wall Street Journal, où donc je suis allé, effectivement, en juin pour être sûr que mon intuition était la bonne et voir comment ils étaient organisés, le print, le journal, n'a pas le droit de parler à la rédaction. C'est encore pire. Moi, j'y suis pas allé jusque-là, presque. Au départ, j'aurais expliqué que c'est ce qui allait se passer. Et comme j'ai mis des gens intelligents à la tête du journal, ils ont bien sûr le droit à la conférence de 1h30 de mettre leur grain de sel, de faire des suggestions, mais ils n'ont pas le droit de commander des papiers. En fait, le journal est un sous-produit de la rédaction qui met en scène, qui fait un produit premium de qualité. On a changé la maquette cette semaine, avec plus de photos, plus d'exigences sur la titraille, des ensembles. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, et ça vaut plus cher, le journal. Ça vaut plus cher. Les abonnés qui veulent une version linéaire payent plus cher. Et donc, il faut leur offrir un autre service. Mais le journal ne commande pas de papier. Donc, voilà, la révolution, elle est là. C'est-à-dire que la rédaction Les Échos n'est plus un journal. Les Échos est une agence d'information économique, pas que d'ailleurs. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Avec plusieurs déclinaisons, plusieurs médias. Et entre autres déclinaisons, évidemment, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un vrai succès. Et c'était aussi ce sont des recettes publicitaires à clé. C'est la série limitée et le supplément week-end. Et les Échos week-end. Ouais, qui marche bien, ça. Ça marche très bien. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que les Échos week-end, en fait, c'est un média qui est plébiscité par nos abonnés. En fait, peu de gens achètent les Échos week-end. Par les abonnés au print Par les abonnés en général. D'ailleurs, il y a une offre, soit vous êtes abonné au journal, print, du coup, soit vous êtes abonné en semaine en numérique et le week-end vous recevez votre magazine. Ah oui, d'accord. Une offre à 99 € par an que je vous conseille. 99 € et on a. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, pour être abonné à l'appli. À l'appli et plus les 2 numéros de supplément le week-end. Ouais, je crois que c'est 6 mois. Et pour avoir l'offre complète, c'est 149 € ou 150 enfin, j'ai vu qu'il y avait une offre là ce matin. Il y a deux offres numériques, une offre à 19 et une à 39. Une offre Access et une offre Premium, et le journal c'est un peu plus cher encore. Mais c'est ça notre modèle à nous. Les Échos, c'est un modèle. Et d'ailleurs, on a plus de recettes qui viennent de la diffusion, donc de l'abonnement, que de la publicité. Donc c'est un modèle pour la presse écrite qui est le modèle qui fonctionne dans le monde entier pour les journaux un peu spécialisés. Est-ce que c'est un journal qui gagne de l'argent? Alors c'est un journal qui n'en perd pas. On est à peu près à l'équilibre. L'ambition, c'est d'en gagner. Et je pense qu'on va y arriver. L'ambition, c'est qu'on est à peu près aujourd'hui à 104 000 abonnés numériques. Enfin, on a à peu près 85% d'abonnés numériques. On est à peu près à 104 000 abonnés numériques, mais en diffusion. Et pour le print, plus de 100 000 aussi, non pour le print. Alors, on n'est pas à 100 000 de print. Ah bon. On est à 85% d'abonnés numériques. Donc, en fait, on est à peu près. On doit avoir une diffusion de papier de 30 000, mais en lecture d'un journal linéaire, c'est-à-dire PDF. 30 000 par jour, en kiosque. Ouais. Non, pas en kiosque. En kiosque, on est à 4 000. En fait, aujourd'hui, l'économie de la presse écrite, on a 85% d'abonnés numériques. Et parmi et dans nos abonnés numériques, la moitié lit quand même le journal en PDF. Donc, non, c'est une révolution totale. C'est effondré quand même. Oui, alors encore aujourd'hui, on a 50% de nos abonnés qui nous lisent en journal ou en PDF. Au Wall Street, c'est que 10%. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, mais pourquoi faut-il continuer à exister en print alors? Alors, c'est une question d'ailleurs à laquelle on a répondu en conseil de surveillance syndic. On a posé la question. Il faut continuer pour plein de raisons. D'abord parce que, alors encore une fois, je dis plus print, parce que c'est très marginal en journal. Il faut continuer parce que 50% de nos abonnés ont envie d'avoir une lecture linéaire. C'est-à-dire que nos abonnés qui vont 3-4 fois par jour, 5 fois sur notre appli, veulent à 21h30 avoir un journal fabriqué par des journalistes avec un début, un milieu. Ça, c'est le PDF, ça. Mais ça, c'est le journal. D'accord. En fait, ok, mais pourquoi l'imprimer alors? Le papier, parce qu'on a encore quand même pas mal de gens, à peu près 30 000 exemplaires en papier.
Donc c'est important. Parce que... Non mais 30 000 alors, pas parce que vous m'avez dit... Non, mais parce qu'il y a une partie d'abonnement groupé, entreprise, etc. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc en fait, okay. on est à 130 000. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà, oui, en comprenant effectivement les abonnés, etc. Oui, donc en fait, parce que c'est pas négligeable, hein, c'est encore un tiers du parc, et surtout parce que notamment Wall Street, je leur ai posé la question, vous n'avez que 10%. Pourquoi vous continuez? Parce qu'on vend beaucoup plus cher ces 10%, et parce que, en fait, on ne doit pas se poser la question de comment est lu le journal. En fait, le journal est lu comme les abonnés le veulent. S'il y a 10% de mes abonnés qui veulent le lire en papier, ils auront du papier. Aujourd'hui, ils ont plus que ça, mais il n'y a pas de problème. Moi, s'ils veulent lire leur journal sur des lunettes méta, à réalité augmentée... Oui, sauf qu'imprimer, c'est cher, la distribution, c'est cher. Alors aujourd'hui, par exemple, un abonné numérique rapporte plus qu'un abonné papier, mais un abonné papier, sa contribution, elle reste positive. Donc la marge d'un abonné papier reste positive. La marge d'un abonné numérique est supérieure, mais il faut plus d'abonnés numériques pour avoir le même revenu, parce que l'abonnement numérique coûte beaucoup moins cher. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'équation, elle bouge tout le temps, mais je ne peux pas me passer de l'un ou de l'autre. Est-ce que dans 5 ans, j'aurai plus de print? Dans 5 ans, je serai comme le Wall Street. J'aurai 10% seulement d'abonnés qui ont une lecture linéaire de ma rédaction. Mais ils seront peut-être rentables. En fait, et c'est ça cette organisation. Ce que vous appelez la lecture linéaire, c'est le PDF. Ouais. C'est les échos du lendemain qui est sur le web. D'accord, et le print. D'accord. C'est-à-dire que c'est à la fois le print et le PDF que vous appelez la lecture linéaire. Que j'appelle journal, ouais. Mais en fait... Oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant. Ouais. Et donc, peu importe, moi, et la rédaction, maintenant, elle est organisée depuis septembre pour pouvoir aller toucher mon abonné. Ouais. La manière dont il veut. S'il veut me lire sur une homepage, sur un desktop, sur un ordinateur, il le fait. S'il veut me lire sur une appli, il le fait. S'il veut venir me lire sur le 18-20, il le fait. Ouais. S'il veut un PDF, il le fait. Et je ne sais pas où il sera demain. C'est pas à moi de lui dire comment il ira. Il y a tellement de nouveaux médias et de manière différente. Il y a la vidéo, il y a les podcasts. Moi, je dois être partout. Puis il y a tellement de moyens d'avoir accès gratuitement à l'information que c'est compliqué. Parce que c'est vrai que c'est moins compliqué pour nous parce que pas très cher. C'est pas très cher pour un abonné, même s'il a l'abonnement total à la fois papier et appli. C'est quand même assez cher pour nous. 40 € par mois, c'est cher. Ouais. Mais oui, mais 40 €, c'est 1,20 € par jour. Oui, je suis d'accord. C'est beaucoup moins cher qu'avant. C'est beaucoup moins cher qu'avant, en effet. Ouais, mais les gens ont tellement étant donné la qualité ils ont Netflix à 6,99 €. 250 journalistes quand même. Ils ont Disney Plus à 1,99 € par mois pendant un an. Voilà, ils ont beaucoup d'offres. Et en fait, le consommateur regarde tout ça, regarde tous ces abonnements mensuels. Et il fait un arbitrage. Et on fait partie de cet arbitrage. On doit se battre avec Netflix, avec Disney, avec Apple, avec Canal. Donc la concurrence est rude. Ouais. La relation avec l'actionnaire, comment ça se passe? La relation avec l'actionnaire, moi j'ai eu une grande expérience parce que j'ai d'abord travaillé au Monde. C'était différent parce qu'on était indépendants à l'époque. Hein, c'était des rédacteurs qui étaient majoritaires. Au Monde? Ça, c'était au Monde, vous voulez dire? Au Monde, ouais. Je travaille 13 ans au Monde, en début de ma carrière. Après, j'ai travaillé à RMC. Donc ça, c'était années 90. C'était 95-2003. Ouais. 2008, pardon. 2003, j'ai passé de l'économie à la politique au Monde, mais 95-2008. Après, j'ai travaillé à RMC, puisqu'en fait, un jour, j'ai écrit un livre, à l'époque, un livre politique sur Xavier Bertrand, qui s'appelle Chouchou, et j'ai pas mal de médias, et je suis tombé chez Bourdin, qui a eu le coup de cœur, vraiment inattendu, mais comme ça, et moi aussi j'ai eu le coup de cœur pour lui. Et en fait, j'ai été convoqué par Alain Veil, qui m'a enfermé dans son bureau pendant 3 heures, jusqu'à ce que je signe un contrat pour devenir directeur de la rédaction de RMC. C'est comme ça que j'ai quitté Le Monde, où je pensais faire prendre ma retraite, en fait. Hein. Quand vous êtes jeune journaliste dans les années 2000 au Monde, c'est le Graal, et vous dites, je vais rester là jusqu'à... Ouais, et puis après TF1, vous avez été éditorialiste politique. Après, j'ai été débauché par TF1, où j'étais chef du service politique et éditorialiste pendant 7 ans. Et à nouveau, j'ai eu un coup de fil d'Alain Veil qui m'a dit il faut que tu reviennes parce que Soumier, qui te présentait la matinale, vient de me claquer dans les doigts. Sur BFM Business. Sur BFM Business, et je veux que ce soit toi qui reprenne la matinale. Il a créé Bismart à l'époque. Je commençais à être pas complètement satisfait à TF1. Il y a eu un enfin bon, vous étiez sous les Sunlight, enfin le 20h. Oui, mais j'avais plus ma directrice de la rédaction fétiche qui était Catherine Nel. Ah oui. Et je m'entendais pas trop avec le nouveau. On n'avait pas tout à fait la même conception du métier. Et donc, je pense Catherine Nel, avec qui j'ai fait le CELSA il y a plus de 40 ans. Qui est une formidable journaliste. Et du coup, j'avais envie de quelque chose de nouveau. Et Alain Veil m'a appelé au bon moment. Et donc, je suis retourné effectivement à la mine quand même. À la mine quand même, parce que se lever à 3h du matin. Enfin, moi j'en ai fait les matinales. J'étais pas encore directeur de la rédaction
rédaction de BFM Business. J'ai Ouais. recommencé comme anchorman Mhm. de BFM Business, qui est une petite chaîne, hein, Ouais, qui est une ouais, petite chaîne, mais j'avais envie de refaire de l'économie. Donc ça tombait bien. Et en fait, j'ai travaillé 5 ans, j'étais 5 ans matinalier. Mhm. Et je suis devenu directeur de la rédaction à peu près à mi-parcours. Et c'est vrai que ma chance, c'est qu'en 5 ans, j'avais 5 invités par matinale, de la start-up au CAC 40. Et en fait, j'ai calculé, j'ai vu 7500 patrons en 5 ans. Ce qui m'a donné cette légitimité pour prendre la direction de la rédaction des Échos. Et je connais, je crois. Et donc, c'est qui vous a donné le coup de fil? C'est Bernard Arnault? Non, c'est Mathieu Gallet, qui est Mhm. président du conseil de surveillance des Échos, et qui est nouveau président du conseil de surveillance, et dont la mission était de trouver un directeur et de résoudre la crise de gouvernance. Donc je crois qu'il a vu une vingtaine de personnes. Il en a demandé à une dizaine de lui faire un projet stratégique pour le journal. Il en a retenu 3. Et j'ai fini dans le bureau de Bernard Arnault, qui a dû choisir parmi les 3. Voilà. Et donc la relation avec l'actionnaire, parce que c'est un débat, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens Bien dans sûr. la presse, il y a un débat dans la presse française, dans l'audiovisuel, mais pas aussi dans la presse écrite, en disant l'actionnaire ne peut pas Bien sûr. Et d'ailleurs, on a. intervenir sur le contenu et la ligne éditoriale du journal. Quelle est votre philosophie là-dessus, vous? Alors moi, j'ai plein de choses à raconter là-dessus parce que j'ai beaucoup d'expérience. D'abord parce que j'ai eu Martin Bouygues comme actionnaire à TF1 et que quand je suis rentré à TF1, je les avais prévenus. Je sortais un bouquin sur Trierweiler qui s'appelait La Frondeuse, qui nous a valu un procès avec ma co-autrice Alix Bouillaguet, 8 heures de débat dans le tribunal sur atteinte à la vie privée et voilà. Donc c'était pas forcément ça pouvait être compliqué à gérer pour l'actionnaire et donc mais je l'avais prévenu avant, j'avais donné les épreuves de mon livre avant d'être embauché à TF1. Mais quand c'était un procès pour atteinte à la vie privée, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Diffamation aussi. À diffamation aussi, donc c'était à la 17e de... Avec la première dame, à la 17e, ouais. Mhm. Super expérience. Bon. Et donc Martin Bouygues m'a convoqué lorsque la première dame a porté plainte. Et donc j'étais même pas encore, je finissais mon préavis à RMC et j'allais rentrer à TF1. Oui, c'est pas la meilleure période pour être convoqué par Martin Bouygues. Et en fait, il m'a dit, j'aime pas trop ce genre de livre, mais j'ai lu le vôtre, je trouve ça très bien. Il dit, et puis on m'a fait croire pendant des années que peser sur ma rédaction pouvait m'apporter des sous. Donc on l'a un peu fait, avec Sarkozy notamment. Et résultat, je me suis pris une 4e licence de téléphonie mobile dans les dents avec Monsieur Fillon, Free. Et donc désormais, je ne veux plus jamais vous parler. Faites votre métier, soyez indépendant et rapportez-moi des téléspectateurs. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Bon, j'ai eu de la chance. Je pense que d'autres avaient essuyé les plâtres avant moi. Je suis arrivé à un moment formidable et je pense que c'est le cas de tous les actionnaires privés. Moi, j'ai jamais eu d'actionnaire public. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus confortable de travailler dans un média public parce que y a le gouvernement quand même qui peut avoir son mot à dire sur le choix des dirigeants. Je crois que c'est le cas. Je ne sais pas ce qui se passera lorsqu'il y aura une alternance plus compliquée que les précédentes. Un actionnaire privé, en fait, d'abord aux Échos, c'est facile parce qu'on a une charte éthique. C'est-à-dire qu'en fait, et on partage des valeurs très communes. Les Échos, c'est la défense de la libre entreprise, du libre marché. On croit au progrès, on croit au capitalisme de marché. Donc c'est facile. Il est peu probable qu'on dise des choses qui contrarient fortement nos actionnaires. Donc déjà, c'est plus confortable. Et puis ça a été validé par la rédaction, cette charte. Et puis ensuite, je pense que l'actionnaire, son intérêt, c'est que son journal, d'abord, lui rapporte, et deux, qu'il soit fier du journal. Donc si le journal est soupçonné... D'ailleurs, je lui ai dit à l'actionnaire, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, écoutez, c'est un très bon journal, il me semble quand même sur le luxe, on n'est pas très bon. Je trouve qu'on n'est pas très exhaustif. Je trouve que... Voilà. Et donc je lui ai dit, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une censure de votre part, ou est-ce qu'il y a une autocensure de la rédaction? Peut-être comme ça, pour ça d'ailleurs que j'ai... Et donc il a éclaté de rire, il a dit, c'est un peu les deux. Je dis, ça doit être ni l'un ni l'autre. Il m'a dit, vous avez raison. Voilà. Et donc, j'ai posé aussi les conditions. C'est-à-dire, si je suis directeur de la rédaction, on parlera de toutes les entreprises du luxe, toutes, et on dira des biens et du mal, et on n'acceptera pas. Donc, on fera en sorte de ne plus s'auto-censurer comme journaliste, et puis vous ferez en sorte de plus nous censurer. Et en fait, voilà, c'est le deal. On verra combien de temps il tiendra. Il tient très bien pour le moment. Regardez aujourd'hui, sur le 18-20, on a un formidable papier sur l'exposition Dolce & Gabbana, qui n'appartient pas au groupe LVMH. Vous voyez, donc il faut fixer les règles au début quand on voit son actionnaire. Et après,
Voilà, je ne suis pas complètement naïf. On verra comment la vie avancera. Et votre rédaction, vous le qualifieriez plutôt de gauche ou de droite, ou Ma rédaction, toutes les sensibilités Moi, j'ai toujours. Alors, il y a des sensibilités. Je pense que quand on est journaliste, moi personnellement, par exemple, je pense que je suis un mauvais citoyen. Je n'ai pas de conviction profonde. Je suis d'abord journaliste. Ce qui m'intéresse, c'est. Oui, je vote. Vous savez qu'il y a quand même une tendance française où vous êtes journaliste de gauche, c'est normal. Vous êtes journaliste et vous êtes un journaliste de droite, vous êtes journaliste de droite. J'ai fait quelques que vous portez. Enfin, j'ai fait même quelques si les choses ont changé depuis quelques temps. J'avais fait quelques masterclass à Sciences Po à l'école du journalisme quand j'étais à RMC. Et RMC, c'est quand même un choc quand vous venez du Monde d'arriver à RMC, parce que vous recevez d'abord le Monde, c'est un peu la France qui parle d'en haut quand même, hein, journalistes qui parlent d'en haut, et quand vous arrivez à RMC, c'est quand même la radio, encore plus à l'époque, hein, des auditeurs. Et le standard est collé au studio. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes à l'antenne, vous entendez les standardistes qui répondent aux Français. Les gens qui appellent pour aller. Ouais, et je recevais, comme patron de la rédaction, tous les jours une synthèse des appels au standard. Au début, j'ai dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils sont ces gens? Ça ne m'intéresse pas. Enfin, je plaisante, mais en gros, j'étais agréablement surpris de savoir qu'à tout moment... Et donc, dans ma rédaction, qui était effectivement sans doute plutôt à gauche qu'à droite, comme beaucoup de rédactions, et vous allez voir pourquoi, je vous raconte l'anecdote, à un moment donné, j'avais décidé d'afficher... On avait donc notre conférence de rédaction, on avait notre douzaine de sujets. À RMC, on a une douzaine de sujets dans les journaux, et on les hiérarchisait. Et tous les matins, j'avais décidé de demander, c'était en 2009-2010, de demander à nos auditeurs quel était leur top 3. Et donc, en fait, on avait les 12 sujets de la rédaction et les auditeurs pouvaient choisir de quoi ils voulaient voir parler en premier. Ça ne voulait pas dire que nous, c'était notre ouverture de journal, mais c'était eux ce qu'ils auraient aimé voir en ouverture. J'avais mis un grand écran dans la rédaction et il y avait en permanence le sondage des internautes auditeurs, qui n'avait rien à voir avec la hiérarchie de la rédaction. C'était pas grave. Je voulais juste que mes journalistes prennent conscience de ce que les auditeurs voulaient voir traiter. Et un jour, j'allais à Sciences Po. C'était le jour où Sarkozy était élu et était accueilli en triomphateur à Benghazi, en Libye. Et je vois le top 3 des auditeurs et je fais une capture d'écran. Et j'arrive à Sciences Po et je demande aux journalistes, c'est quoi votre hiérarchie d'information aujourd'hui? Et donc évidemment, Sarkozy à Benghazi, etc. Et tout. Et je voulais que je vous dise ce que les auditeurs de RMC, alors c'est pas les Français, mais c'est les auditeurs de RMC, aimeraient voir comme top 3 du journal. C'était des sujets qu'on traitait, mais qu'on mettait en fin de canard. Et le premier, c'était incroyable, c'était 2009. Vous allez voir à quel point les Français sont intelligents, ont de l'intuition, ils savent quels sont les vrais sujets. Le top 1, ce jour-là, c'était licencié dans son entreprise pour avoir cuisiné chaque jour de la viande halal pour une de ses collègues en secret. Ça, c'était le top 1. Deuxièmement, c'était faut-il interdire le port du survêtement à l'école? Et troisièmement, je ne me souviens plus. C'était les deux sujets qui, en 2009, intéressaient les auditeurs. C'est formidable, parce que je ne dis pas que ce soit... Mais en fait, il faut prendre... Et donc, je demandais souvent aux journalistes de Sciences Po, qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous lisez? À l'époque, en 2009, le premier journal, c'était Libération, et ils écoutaient France Inter. Et je leur disais, vous ne ressemblez pas du tout aux gens pour lesquels vous allez faire de l'information. Donc c'est important ce que tu dis, et c'est vrai, il y a souvent un décalage. Est-ce que la rédaction... Mais les choses se sont aggravées depuis 2009, parce qu'il y a aussi une tendance aujourd'hui, avec évidemment pour le journaliste lui-même, l'accès à l'information est beaucoup plus facile, et on se bat au sein des rédactions. Moi, je me bats au sein de ma rédaction Réel Média notamment, pour que les gens ou les journalistes aillent sur le terrain. Exactement. Et ils ont, dans les nouvelles générations, sans vouloir faire de l'anti-jeune ou de l'anti-jeunisme, du racisme anti-jeune, comme on disait autrefois, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal quand même à faire en sorte qu'ils aillent sur le terrain. C'est vrai. Alors, mais c'est vrai, et donc tu me demandais si la rédaction des droites et de gauche, je ne sais pas, je pense qu'elle est assez équilibrée. Je la provoque parfois, par exemple, d'abord je pense qu'elle est une rédaction qui est extrêmement engagée. C'est vraiment... moi, je suis content et engagés pour leur journal. Engagés pour leur journal, pour leur métier, et aussi très smart quand même. Voilà. Donc c'est très agréable. Et
en même temps, je ne veux pas savoir la sensibilité des uns et des autres. Je pense qu'on est tous... Voilà, comme je disais, moi je pense que je suis d'abord journaliste avant d'être citoyen. Ouais. Peut-être qu'un jour je serai plus citoyen parce qu'il faudra s'engager, mais mon métier, c'est vraiment ma passion, et ma structure mentale, elle est plus sur la curiosité. Et moi, j'ai beaucoup été formé par Edoui Plenel, hein, pour ses bons et ses mauvais côtés. Et Edoui nous disait toujours, ça c'était son bon côté, pensez toujours contre vous-même. Pensez toujours contre vous-même. Et c'est ce que j'essaye de faire. Et parfois, je provoque ma rédaction. J'ai fait l'édito lundi parce que c'était notamment la nouvelle maquette du journal, plus engagée justement, avec l'édito qui est en une maintenant. Et j'ai fait un édito où je commençais, c'est évidemment au secours, la gauche revient. La gauche, entre parenthèses, de 1981, c'est-à-dire le week-end, tout ce qui était sur la table à Bercy, c'est-à-dire travailler moins avec la pause sur les retraites, payer plus d'impôts, avec l'impôt spécial sur les sociétés, l'impôt, la flat tax, il pourrait augmenter, l'impôt minimal, l'impôt sur les holdings familiales, avec le retour de l'impôt sur la fortune, 0,5% du trésor de guerre des holdings. Comment la rédaction a réagi ? Ça fait un peu. J'ai senti la rédaction un peu bruissée, c'est sûr, parce que. Mais voilà. Après, je l'aurais toujours dit. Moi, je suis pour que vous vous exprimiez dans le journal. Je vous rappelle, moi, que vous preniez la plume en termes d'analyse ou même d'édito. L'édito est ouvert à tout le monde. Enfin, une partie de la rédaction, mais il y a des endroits pour voilà. Je me rappelle quand au Monde en 2002. Au second tour de la présidentielle, il y avait donc Chirac-Le Pen. Je me rappelle que Plenel avait décidé d'ouvrir les colonnes du journal à tous les journalistes. Chacun pouvait prendre position. Qu'est-ce qu'il fallait voter au second tour? Est-ce qu'il fallait s'abstenir notamment ou voter Chirac? Et moi, j'avais pris la plume pour dire que je voterais Jacques Chirac. Et je me rappelle qu'Hervé Gattegno, qui était mon chef, avait pris la plume pour dire qu'il s'abstiendrait. Et parce que Chirac, les affaires, etc., peu importe. Mais Plenel avait dit on ne peut pas engager, enfin voilà, sur des moments aussi importants, il faut que chaque journaliste puisse s'exprimer. Et je trouvais que c'était une très bonne méthode. Et d'ailleurs, je leur ai dit, dans le grand oral, on m'a posé la question, on m'a posé plein de questions. Qu'est-ce qui se passe si Marine Le Pen est au second tour en 2027? Je leur ai dit, on fera comme ça. Moi, je trouvais que on ouvrira les colonnes du journal. Je vous ouvrirai les colonnes du journal, les pages idées débat. Voilà. Chacun d'entre vous pourra prendre la plume et expliquer en son âme et conscience ce qu'il va faire. Voilà. Donc, c'est un corps vivant, c'est une collectivité humaine, une rédaction. Et donc, il y a des moments où il faut rendre la parole au peuple. Vous dites que vous utilisez beaucoup, évidemment, les réseaux sociaux, j'imagine, Facebook, X, etc. Qu'est-ce que vous pensez du débat actuel aux États-Unis où Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a tout d'un coup viré de bord, entre guillemets, et c'est-à-dire qu'il a décidé de se débarrasser des fact-checkers, du fact-checking. Mais le fact-checking, c'était à travers des médias. C'était quand même, il y avait et donc, les adversaires de ce système-là disaient qu'il y avait quand même de la censure exercée par les fact-checkers. Bien sûr. Alors, qu'il y avait des biais, qu'il y avait des algorithmes qui favorisaient certains contenus. Il y a deux sujets. Il y a le fact-checking. Donc aujourd'hui, on va vers une libéralisation complète des contenus. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, on est très engagé sur ce sujet-là. On a fait beaucoup de papiers la semaine dernière. On a même fait une avec Zuckerberg et Musk. Moi, je suis passionné par ce sujet. Comment le prendre de manière simple et vous dire ce que je pense. C'est vrai que d'abord, il faut. Moi, je suis toujours. En tant que journaliste, je veux toujours comprendre pourquoi. Par exemple, Elon Musk considère qu'il y avait des biais algorithmiques. Mais il y en avait. Il y en avait. Je vous conseille d'ailleurs la très bonne biographie d'Elon Musk qui a été écrite par le journaliste du New York Times, qui a passé 2 ans et demi avec Elon Musk, qui a eu accès à tout, qui est un grand journaliste, qui avait notamment fait la biographie de Steve Jobs. Je vous conseille aussi l'enquête exclusive de la semaine prochaine, de dimanche prochain, sur Trump et son entourage. Super. Et on parle d'Elon Musk, évidemment. Et sur Musk, le chapitre de la prise de contrôle de X, de Twitter par Musk, est très éclairante à ce sujet. C'est-à-dire que, d'abord, ça fait partie de ces moments où il a ses coups de folie, en fait. Il le reconnaît lui-même. Vous savez qu'à un moment donné, il veut se désengager de l'acquisition de Twitter. Il va au tribunal. Il se dit 40 milliards, c'est n'importe quoi. Encore une fois, j'ai été pris dans mon... Il a des coups de rush, en fait, comme ça, quand il s'ennuie. Enfin, le bouquin est très intéressant. Il a une enfance très traumatique. Il a été traduit en français, il est en français. Il est super.
Et, ça s'appelle comment là, pardon? C'est Elon Musk. Elon Musk, d'accord. Donc Et... une biographie qui est parue en France. Ouais, qui est parue en France il y a un mois ou un mois et demi. Ouais. Qui fait 700 pages et qui est extraordinaire pour comprendre le personnage, qui est un ingénieur de génie, qui vraiment s'attache à chaque partie de production d'une voiture, une fusée. Pourquoi il y a 10 boulons? Si on en a 5, on va gagner 3 minutes. Voilà, c'est génial. Et donc il a ses coups de folie dans lesquels il fait n'importe quoi, il le sait, et donc il achète Twitter, il veut se désengager, c'est impossible. Donc il se retrouve avec Twitter, il paye 40 milliards. Il supprime 50% des effectifs. Voilà. Alors, plus, il supprime d'abord 90%, puis 90% des 90%. Enfin, voilà. Mais en fait, il a des cousins qui sont un peu geeks comme lui, donc il prend ses cousins, ils ouvrent le capot pendant des jours pour comprendre quels sont les algorithmes. Et alors là, c'est le journaliste du New York Times, je crois, effectivement, il découvre que dans les algorithmes, c'est une entreprise très woke, Twitter, à l'époque. Et les gens sont en télétravail, il n'y a jamais personne, tout est gratuit. Voilà, les minorités, ce qui est très bien d'ailleurs, sont extrêmement protégées. Mais il découvre que dans les algorithmes, dans les lignes de code, il y a des milliers d'ingénieurs qui codent. Et en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, dans les lignes de code des algorithmes, il est effectivement écrit par moment que si tel sujet peut heurter telle communauté, on le descend. Donc il y a l'histoire qui ressort là, en ce moment, des viols, des réseaux pédophiles au Royaume-Uni, en Bretagne, qui concernaient des Pakistanais, je crois. Comme c'était, ça aurait pu ça risquait de relancer un racisme. Oui, anti-pakistanais. Cette histoire a été mise dans les tréfonds d'Internet. Dans les tiroirs. Musk découvre ça. Alors aujourd'hui, il fait l'inverse. À l'inverse, dans les algorithmes, il fait la promotion de ses propres contenus et des contenus de ses amis idéologiques. Donc, pas du tout pour défendre Musk. Mais il s'aperçoit que oui, il y a bien ces biais woke dans les algorithmes de Twitter, donc il va les changer complètement. C'est là où il y a un peu une escroquerie, c'est qu'on nous a fait croire qu'il y avait une neutralité. Alors, il n'y a pas de neutralité en fait. Donc en fait, il y a le retour de bâton. C'est ce que fait Zuckerberg. Alors après, il le fait aussi pour des raisons très politiques et pragmatiques, d'allégeance. Il va même plus comme loin quoi, le capitalisme n'est pas une idéologie, c'est un système économique. Exactement. Et donc il s'adapte. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qu'on a traduit d'ailleurs, enfin qu'on a sous-titrée sur le site des Échos. Elle est, je ne sais pas si vous l'avez tous vue, mais elle dure 5 minutes. Elle est édifiante. C'est-à-dire que non seulement il dit ça, qu'on peut entendre, mais il explique que ces équipes de modérateurs vont passer de Californie au Texas. Pourquoi ? Quelle est il n'y a aucune raison. C'est juste, je vais vraiment baiser la bague du souverain, mettre le genou à terre, faire contrition et dire que mes équipes de modération seront texanes. Donc là, ça va très loin quand même. Ça va au-delà de ce débat qu'on a. Donc ça, c'est sur la partie modération des contenus, algorithme. Je pense qu'il y a aucun, je pense qu'il y a toujours des biais idéologiques dans l'algorithme, et donc dans un sens ou dans l'autre, c'est terrible. En revanche, ce que tu disais, ce qui est plus grave, à mon avis, c'est le fact-checking, parce que c'est pas pareil de faire des recommandations à partir d'algorithmes que de publier des choses fausses. Ouais, mais quand le fact-checking est délégué au Monde, par exemple, voilà, on sait que là aussi, il y a des biais. Oui, mais non, parce que c'est oui et non. Je pense quand même que le fact-checking de dire, par exemple, il y a aucune augmentation on voit, il n'y a aucune augmentation des températures sur la planète depuis 150 ans. C'est juste lié à un cycle climatique qui est normalement, qui dure des millions d'années. Là, il dure juste 150 ans. Il y a des choses où de dire que Emmanuel Macron est au cœur. D'où l'intérêt d'être abonné à un journal. Exactement. Voilà, je trouve que ça rend toute sa splendeur au métier de journaliste et aux médias, aux marques. Exactement. Et je pense que ce qui est en train de se passer en termes de modération et de fact-checking va servir. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas aller chercher l'information comme ça sur Google en tapant 3 mots-clés. Ils vont s'abonner à des journaux comme Les Échos, comme Le Parisien. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule qui monte aux États-Unis. J'ai vu un article dans le New York Times il y a quelques jours. Print is cool chez les jeunes générations. Print is cool. C'est-à-dire, en fait. C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant. Je ne sais pas si tout ce qui est aux États-Unis en général vient quelques temps après chez nous. Ouais. Ma fille, d'ailleurs, m'a dit il y a quelques semaines. Mais c'est un super slogan publicitaire pour Les Échos, ça. Print is cool, voilà. Alors, c'est pas forcément du print. Ouais, mais bien sûr. Print is cool. Oui. Très bien. Peut-être 2 mots sur l'actualité économique et politique. Comment, en tant que chef des rédactions, patron des rédactions des Échos, j'imagine que tu regardes aussi les recettes publicitaires. Vous souffrez en ce moment ? Alors, oui, d'abord, c'est clair que la conjoncture économique s'est fortement dégradée, que tous les patrons qu'on interroge, vous le savez, vraiment, c'est incroyable. Le pays s'est mis à l'arrêt depuis la dissolution et l'incertitude politique est... Oui, mais donc les médias souffrent.
Donc on souffre, alors sans doute moins que d'autres parce que encore une fois c'est notre les modèle recettes il est publicitaires d'abonnés. sur lesquelles on comprime. Exactement, mais là c'est vrai que notre modèle il est pas, il sera de moins en moins un modèle publicitaire. On a plus de 60% de nos recettes qui sont les abonnements et on a vocation à monter. Et les services, l'événementiel, la com. Ouais, pas assez à mon goût, mais oui, tout à fait. On pense qu'on fait beaucoup mieux là-dessus. Mais effectivement, on a un modèle assez stable. Après, on a évidemment souffert marginalement. On a un peu profité, notamment avec le Parisien, de l'effet JO, parce qu'on a quand même fait une très bonne Mais couverture. le Parisien perd beaucoup d'argent. Perd beaucoup d'argent, mais Échos. moins que ce qui était budgété. Mais quand même, effectivement, c'est un autre modèle, hein, le Parisien. Je pense que le Parisien, vous avez vu, bascule sur un modèle notamment de réseaux sociaux avec la vidéo. C'est devenu le premier site de production vidéo. Oui, mais c'est une activité sur laquelle ils perdent de l'argent pour l'instant. Oui, mais franchement, on est très optimiste là-dessus parce que ce que vous monétisez aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ce que vous monétisez le plus et ce que les annonceurs recherchent, c'est la vidéo. Donc le Parisien s'étant positionné quand même comme premier producteur de vidéos en France, tous médias confondus, il y a un potentiel. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais je leur souhaite, mais en tout cas aujourd'hui... Mais le modèle économique, c'est quoi? C'est le brand content alors à ce moment-là? Pour les Parisiens? Oui, pour le Parisien. Pour la vidéo, sur la vidéo, c'est le brand Non, content, c'est pas l'adbreak. c'est de l'actu. Et en fait, ça amène les abonnés. Non, ça amène des abonnés supplémentaires. Le modèle vidéo, c'est de la pub. Ouais. La pub vendue beaucoup plus cher que sur une page web. Beaucoup plus cher. Non, c'est vrai, hein, au moins 10 fois plus cher qu'une page web. Donc en fait, les gens qui lisent, qui auraient une vidéo qui est sponsorisée, qui est de la publicité, rapportent de l'argent. Vraiment, c'est là où, c'est là aujourd'hui où tous les annonceurs vont sur la vidéo. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, mais malheureusement, c'est les grands réseaux sociaux et notamment Meta qui fixent la règle. Mais et donc, ils font du revenu sharing et ils peuvent redéfinir la règle du revenu sharing. Après, moi, je suis pas spécialiste de ça, mais ce que je me dis quand même, c'est que la vidéo est aujourd'hui, ça sera peut-être pas le cas dans 2 ans, le média sur lequel les gros annonceurs vont. Et donc, en fait, moi, par exemple, aux échos, je ne peux pas être dans cette course-là. Je fais la vidéo pour autre chose. Je ne serai jamais sur du volume. Donc, ce n'est pas ça mon business model. La vidéo, elle va me permettre de conquérir de nouvelles cibles, des plus jeunes, évidemment, et de faire vivre la marque sur des médias consultés par les jeunes, qui seront mes futurs lecteurs et abonnés, mais pas pour avoir du revenu. Le Parisien, c'est vraiment un modèle revenu. Et moi, je ne serai jamais, étant un média spécialisé, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Sur la vidéo, ça sera compliqué. Pourquoi pas? Peut-être on fera la vidéo sur Netflix un jour. Alors, oui, puis j'ai vu que dans une interview, tu disais que même tu étais prêt à faire du grand format également, du documentaire. Alors, on fait des formats de 10 minutes qui commencent à très très bien marcher. On a été pour la première fois, les Échos étaient dans le top 10 de YouTube la semaine dernière avec notre série Business Drama. Donc voilà. Vous avez des questions? Merci encore, c'était super. C'est incroyable, hein, d'une aisance et d'une fluidité incroyable. Hein, et c'était passionnant. Merci encore. Merci à vous. Alors, les questions, bien évidemment. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé passionnant. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est, on a parlé de fact-checking au sein de Soprastarian, où on a créé une sorte de think tank qui s'appelle Pégase et qui sert justement à essayer de voir où on en est en France dans le cadre de la lutte informationnelle. Donc on rencontre beaucoup de membres de l'industrie, des nouvelles technologies, aussi beaucoup de journalistes pour comprendre comment ça marche dans les rédactions. Et on voit qu'il y a 2 modèles en fait, qui ont émergé ces dernières années. Il y a des rédactions qui ont développé des services de fact-checking vraiment indépendants. Et les journalistes des autres services vont les voir en leur disant est-ce que là j'écris une bêtise si je dis ça? Et il y a ceux qui se disent finalement le fact-checking en fait c'est intrinsèquement le travail du journaliste et du coup je ne vais pas développer une cellule dédiée. Je crois savoir qu'il n'y a pas de cellule dédiée aux échos et du coup je me demandais si ça faisait partie des chantiers en cours ou si en tout cas ça avait été évoqué et travaillé. Ça c'est ma première question. Et très bonne question. Pardon, on lui laisse répondre à celle-ci et vous posez votre deuxième question après. Yes. Merci. Hein. Effectivement, on est dans la deuxième catégorie parce qu'en fait on a un journal de contenu sur nos propres contenus. Donc le fact-checking, c'est dans le travail intrinsèque de journaliste, effectivement, de vérifier les sources, d'en avoir plusieurs. C'est un peu différent pour des médias où, quand j'étais TF1 par exemple, où on peut utiliser d'autres médias, la vidéo par exemple. Et là, on avait développé un service effectivement pour authentifier des images, des vidéos, savoir si ces images-là, notamment avec des algorithmes, avaient déjà été utilisées sur des réseaux sociaux. Et si une image qui était censée, par exemple, être une photo des incendies de Los Angeles, elle apparaissait, cette même image, sur les réseaux sociaux il y a 1 an,
vous saviez que ce n'était pas une image d'actualité. Donc il y a les médias, notamment généralistes, qui utilisent beaucoup de sources et qui les rediffusent. Je pense que c'est plus nécessaire. Et puis il y a aussi des médias comme TF1 ou d'autres qui veulent montrer qu'ils font ce travail de fact-checking à une clientèle qui consomme indifféremment une télévision ou des réseaux sociaux. Nous, on a un contenu propriétaire, 100% propriétaire, c'est-à-dire le travail d'enquête et des journalistes. Donc on n'a pas la nécessité d'avoir ce type d'outil parce qu'on ne relaie pas une information tierce. Votre deuxième question? Oui, ma deuxième question, elle est sur la rubrique idées débat des Échos, qui est du coup largement renommée dans l'écosystème. Pour avoir beaucoup travaillé en agence, je sais que beaucoup de patrons et de patronnes veulent y être avec leur opinion, leur tribune, etc. Et je me demandais, pareil, quelle était la place de si cette rubrique avait une place dans le remaniement que vous êtes en train de faire dans votre ligne éditoriale. Exactement. Déjà dans la version linéaire, dans le journal, on a reconstruit les pages. D'abord parce que, parenthèse, ce sont des contributions qui marchent très très bien en audience dans tous les journaux, notamment anglo-saxons. Au New York Times, au Wall Street, ils ont développé la part de l'opinion dans leur page et dans leur site internet. Donc on fait la même chose. Depuis lundi, on a reconstruit les pages idées et débats. Elles sont beaucoup plus claires qu'avant. Il y a une première page, c'est la contribution des journalistes de la rédaction, analyse et chroniqueurs. Une deuxième page qui sont nos contributeurs récurrents, mensuels ou hebdomadaires, des signatures en fait, qui font aussi... Et la troisième page, c'est justement une page plus ouverte de débat, où on va essayer au maximum d'ailleurs, de plus en plus, de thématiser ces pages débat, d'avoir une question par exemple par jour et 2 ou 3 contributions d'avis différents sur cette question. Et puis il y a une déclinaison numérique qui est très très importante, qui s'appelle le cercle, dans laquelle on ouvre beaucoup plus encore les fenêtres et on laisse, alors on modère quand même les contenus, mais on a beaucoup de contributeurs qui publient leur tribune sur le site. Ça s'appelle le cercle. Donc oui, et ça a vocation à se développer. Moi, je n'exclus pas d'avoir une 4e page et d'opinion dans la version linéaire assez vite. Et alors sur le digital, c'est illimité en fait. Ma seule limite, c'est ma modération. Donc c'est le nombre de journalistes qui relisent les chroniques, enfin les chroniques, pas les chroniques, les opinions, et qui les valident avant de les publier. Monsieur, si vous voulez bien poser votre question, oui, vous présenter et poser votre question. Bonjour, Jérôme Yagère, oui, journaliste indépendant. J'ai travaillé au groupe La Dépêche, qui avait un peu engagé la même, on va dire, stratégie que vous. C'était une question, oui, le fact-checking, bien sûr, c'est en fait notre ADN, enfin, c'est notre cœur de métier. Mais j'avais une question suite aux publications de la Fondation Jean Jaurès sur d'abord la fatigue informationnelle et maintenant l'exode informationnel, donc les gens qui ont trop d'informations et qui quittent les médias traditionnels. Et c'était de savoir comment chez vous, donc dans cet énorme flux d'informations que vous avez, est-ce que c'est le taux de rebond, le taux d'engagement, etc., qui décide de la hiérarchisation de l'information? Pour moi, la hiérarchisation, c'est du fact-checking, puisque ce sont des journalistes qui disent, voilà, on va mettre ça en avant et c'est ceci. Ou est-ce que c'est les journalistes, le journal, comme vous dites, puisque j'étais assez choqué qu'au Wall Street Journal, on dise, vous n'avez pas le droit, en gros, d'intervenir dans ce flux et dans la gestion de l'audience. Alors, c'est une très bonne question. Mais alors, j'ai peut-être mal exprimé sur le Wall Street. J'ai dit que le journal, donc ceux qui font une version linéaire, n'ont pas le droit de commander les papiers. Ça ne veut pas dire, mais de commander. C'est-à-dire, en fait, d'être... Pourquoi ils n'ont pas le droit? Parce qu'avant, la déformation, c'était qu'il fallait remplir une page. Et que donc, chaque chef de service allait commander parfois des papiers qui n'étaient pas tellement intéressants, juste pour fermer sa page. En fait, c'est juste ça. C'est qu'après... C'est très caricatural. C'est toujours les rédactions chefs qui décident les angles, etc. Mais ceux qui s'occupent de faire un produit linéaire, papier ou digital, ne doivent pas remplir des pages. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et votre question, elle est très pertinente. Moi, je pense que c'est ce que j'expliquais avec ce que j'ai appris à RMC. Je pense que c'est un dialogue entre les deux. C'est pour ça qu'il y a 2 plateformes. J'ai la Newsroom plateforme, qui est un peu la version historique et nécessaire
du journaliste. C'est-à-dire les angles sont décidés par... en fait, en gros, il ne faut pas le dire, mais sur cette plateforme-là, je mets les meilleurs cerveaux. Hein. Pas que, mais quand même. J'ai pris le meilleur pour diriger la plateforme. Donc c'est un journaliste. Et il va avoir, c'est pas le meilleur, il y en a plein de très bons. Ils sont tous à la tête des newsrooms. Mais j'ai pris... Voilà, objectivement, cette hiérarchisation, elle est éditoriale et journalistique. Mais il a face à lui une autre newsroom qui a une autre logique, qui est celle que vous décrivez, de l'audience. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont mettre des photos de chats pour avoir de l'audience. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'ils vont comprendre pourquoi un papier, on va en les échos, hein, on n'est pas, voilà, pourquoi un papier est lu ou pas. Pourquoi est-ce qu'il l'intéresse ou pas. Et si on est convaincu qu'il l'intéresse et qu'il n'est pas lu, c'est qu'on l'a mal mis en avant. Donc on corrige les choses. C'est pas le taux de lecture qui décide de la hiérarchisation de l'information. Sur mon plateau principal, j'ai ce dialogue permanent entre les deux. Donc il y a à la fois, en fait, on écrit aussi pour être lu. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi on n'est pas lu et corriger le tir. Il y a des enquêtes formidables où on n'a pas la lecture voulue, où on corrige. Madame, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Isabelle Raison, journaliste indépendante. Merci pour votre intervention passionnante. Alors je me lance pour poser la question un peu obligée dans tout débat en ce moment, c'est quel est l'impact de l'IA sur l'activité du journal et l'activité des journalistes en particulier? Excellente question. Non, mais en fait, j'aurais dû en parler parce que, pour le coup, moi, j'ai nommé une personne, c'est Benoît Georges qui revient de Washington, l'un de nos deux correspondants, de cette mission. Et en fait, on a beaucoup avancé, on ne le dit pas trop, mais on le dit pas trop à l'extérieur, mais on le dit beaucoup en intérieur. D'abord, on a décidé d'en parler il y a tout à l'heure à 14h, il y a un nouveau point de Benoît Georges à toute la rédaction sur les avancées de l'IA et les outils. On teste en fait. En fait, on a mis en place plein d'outils d'IA dans la rédaction, mais avec des volontaires d'une dizaine de personnes. Et là, on a déployé en fait tous ces. Alors, on code. Nos journalistes codent. En fait, on a des codeurs maintenant. On essaye des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais être très concret parce que ces outils-là, on les a déployés sur tous les postes de travail depuis début janvier. En fait, l'IA peut proposer des titres alternatifs, des chapeaux, et peut sur chaque article faire des versions pour LinkedIn, pour Twitter, X, pour Instagram. Il nous fait automatiquement des posts. Et ces posts, les journalistes en font ce qu'ils veulent. Et en fait, ils regardent si ça leur plaît. Et d'ailleurs, au départ, même les plus réticents me disent c'est tellement génial. Je peux en une seconde avoir un post LinkedIn. Je le relis. En fait, on interdit aux gens, évidemment, il n'y a pas de touche publiée. Vous prenez la proposition de l'IA pour votre post LinkedIn, vous le faites un copier-coller, vous vérifiez, vous refaites le truc, il y a très peu d'erreurs et c'est un format adapté au moteur de chaque réseau social. Et donc cet outil... Et même dans le vocabulaire, dans le style, dans l'écriture? Exactement, surtout dans le vocabulaire et dans le style, dans l'écriture. Et en fait, l'IA va nous faire... Donc les journalistes qui veulent mettre en avant leur production, c'est incroyable. Ils ont un petit bouton et il dit on a plusieurs trucs. Fais-moi une version LinkedIn de mon article et l'IA le fait. Et chacun est responsable de la manière dont il va utiliser la production de l'IA pour mettre en avant son. Il y a pas. C'est vraiment utilisé individuellement par les journalistes. Et en fait, c'est super. Moi, je l'essaye aussi. Ou par exemple, on va lui demander de se trouver un chapeau pour le journal, un chapeau pour la version application et un chapeau pour le 18-20. Et en fait, l'IA va vous proposer, et en fait, ça va gagner beaucoup de temps. Moi, j'ai des journalistes qui me disent ah là, mais c'est tellement bien. Maintenant, quand je sèche sur les puces, je pense à l'IA, et en fait, en général, 9 fois sur 10, c'est super bien. Et donc, ça me fait gagner limite un quart d'heure au moment du bouclage. Et c'est incroyable, incroyable. D'autres questions? Beaucoup, hein. Non, pour l'instant, c'est que ça qui est déployé. On va essayer, maintenant on s'attaque avec Benoît à la manière dont, notamment pour les pages enquête, on a une dizaine de journalistes dans la cellule enquête et on a vu avec eux quels étaient leurs besoins et notamment de data journalisme. Et donc on va développer des outils qui permettent de synthétiser des rapports. Alors on a déjà racheté en interne. Oui, ça c'est passionnant parce que le nombre de rapports qui sont publiés, qui sont accessibles sur le net, sur le web, et qu'on n'utilise pas. Une start-up qui avec deux gamins qui sortent de Sciences Po qui sont absolument géniaux.
Et en fait, on les a incubés pendant 2 ans et on vient de les racheter. Ah et, bon et on les utilise beaucoup dans nos pages de data journalisme, etc. En fait, effectivement, ils ont développé des outils, comme tu le dis, qui digèrent des rapports officiels, hein, genre de l'INSEE, de l'OCDE et tout. Non, mais ça, c'est formidable. Et qui permettent d'extraire toutes les données et de les mettre sous forme de... Non, parce qu'il y a une déperdition de Exactement. savoir et d'informations dans tous donc, ces rapports voilà. on n'a pas le temps de lire. Voilà. Et avec qui font des centaines de pages. On est en train de développer ces outils d'IA pour les aider à faire ce travail. Ne serait-ce que les commissions parlementaires, d'ailleurs. Par exemple. Bonjour, Didier Testo, La Bourse et la Vie TV. Bernard parlait tout à l'heure de l'évolution lente, pour pas dire autre chose, des journalistes quand il s'agit de changer un peu ou d'évoluer sur le digital. Moi, je fais de la vidéo depuis 15 ans sur La Bourse et la Vie, des interviews, et je m'aperçois que sur des déjeuners de presse, il peut y avoir les Échos, il peut y avoir la Tribune, il peut y avoir d'autres, les journalistes prennent des notes et vont peut-être publier sur le digital first, mais ils prennent des notes. Est-ce que, avec l'expérience que vous avez, vous dites c'est la génération d'après qui va faire des vidéos ou vous allez pouvoir les convaincre? Qui prennent des notes, c'est-à-dire pendant les interviews? Non, pendant le déjeuner de presse. Ils font pas de vidéo, ils font pas d'interview de la personne qui est au déjeuner de presse. Ah, mais parce que ça les intéresse. Il y a plusieurs choses. D'abord, ça me fait penser à un autre outil d'IA, c'est qu'on a des outils d'IA qui permettent effectivement, à partir des notes, à partir d'un document enregistré, tout simplement, on enregistre la personne qui parle et l'IA vous fait, peut transformer une interview d'ailleurs ou vous faire un résumé. Mais sur la question, c'est pourquoi est-ce que Pourquoi ils n'utilisent pas davantage la vidéo, les journalistes? Pourquoi ils ne le font pas? Ça dépend du média auquel ils appartiennent. Ça dépend du média. Par exemple, nous, une vidéo d'une interview ne marcherait pas du tout. En fait, on ferait 10 clics. Hein. Donc en fait, c'est juste une question de quelle est l'attente de nos lecteurs et de nos abonnés sur le service qu'on va leur rendre. Voilà. Madame? Bonjour, Ce Charles sera la Savon. dernière question parce qu'on va être obligé de... Pour l'agence Jean, je me permets de rebondir sur l'échange que vous aviez sur Agence, pardon, vous êtes Agence Jean, agence de communication spécialisée sur le digital. D'accord, merci. Je me permets de revenir sur l'échange que vous aviez sur l'intelligence artificielle. Quel type d'intelligence artificielle vous utilisez? On le sait aujourd'hui, un des risques qui est poussé, l'IA est surtout développée par des puissances étrangères, les États-Unis pour n'en citer qu'une. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait un biais dans l'IA qu'utilisent les journalistes et que culturellement, si on peut le dire comme ça de manière assez simple, finalement, ça sélectionne un petit peu les titres, les chapeaux dont vous parliez tout à l'heure, et que ça biaise finalement le travail journalistique. Mais vous avez tout à fait raison, le risque existe vraiment. Alors, il faut être très précautionneux et modèles méfiant. d'IA générative, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que maintenant, d'ailleurs au sein du groupe, on a des modèles d'IA générative qui fonctionnent en vase clos. C'est-à-dire qu'en fait... et d'ailleurs, on travaille avec Mistral, on travaille avec... En vase clos, c'est-à-dire qui se nourrit de votre propre pratique et de qui n'est votre pas ouvert culture à vous. Exactement. En fait, vous avez ce qui est important, c'est le modèle d'IA qui est exercé sur des millions et des milliards de données, qu'après vous appliquez à vos propres data et vous fermez en fait évidemment. Et qui s'entretient et Par qui exemple, s'enrichit de vos propres pratiques. Exactement. Ça, vous faites d'accord. tourner le modèle d'intelligence artificielle sur votre data, mais vous ne l'ouvrez pas au reste du monde, manière de le protéger. Nous, on alerte beaucoup nos journalistes sur le fait que quand ils utilisent de manière personnelle, effectivement, une IA générative ouverte, les risques que ça. Donc ça, on les a sensibilisés. Et puis on utilise plusieurs modèles, en Mistral, OpenAI. Voilà, mais on fait attention. Et d'ailleurs, au sein du groupe auquel on appartient, il y a un modèle d'IA générative propre. Et d'ailleurs, oui, je vois le magazine. J'ai oublié de vous dire la chose essentielle, que cette organisation de la rédaction, elle est résumée par un mot, c'est reader first, c'est-à-dire en fait, pour revenir à ce que vous disiez, en fait, on a mis le lecteur au centre de la plateforme en fait. C'est un peu ça. C'est pas lui qui fait l'info, la hiérarchie, mais il est au milieu et il nous interpelle. C'est un peu ça l'idée. Et donc newsletter. On fait beaucoup de newsletters. C'est un canal très important parce que c'est un canal qui permet. C'est un canal propriétaire. Donc par rapport au moteur dont on est dépendant, quand Google change ses algorithmes, on peut d'un coup perdre. On a tous perdu. L'année dernière, 50% de notre trafic lié au moteur parce que l'algorithme a changé. Les newsletters, c'est évidemment pour nous très important. On en a plein. Ça crée une relation directe avec vos abonnés. Voilà. Et en fait, on a des taux d'abonnement de 100, 150 000, 200 000 abonnés à des newsletters, celle du matin, celle de 18h qui est très importante. Il y a des newsletters spécialisés.
par secteur, une qui s'appelle Garage sur l'industrie automobile. Donc c'est un outil, évidemment, je les ai cités tout à l'heure, hein, c'est un outil propriétaire très important. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Christophe Jacobizine, directeur des rédactions des Échos. Je rappelle que vous faites la une du Presse Club Mag, dont s'occupe Isabelle Bourdet, qui est la directrice générale du Presse Club de France. Merci encore d'avoir été avec nous et à très vite.